Bien, nous voilà à nouveau devant de gros problèmes en sidérurgie. Chacun sait que depuis la mi-octobre, la direction du groupe Mittal a décidé de fermer l'essentiel de la phase liquide de Liège, donc de la sidérurgie à chaud. Cela concerne les hauts fourneaux d'Ougrée et de Seraing, ça concerne l'agglomération, ça concerne l'acierie de Chertal, ça concerne les coulées continues, et sont aussi en danger une partie du train à large bande de Chertal et une partie de la coquerie. Donc l'essentiel de l'effort jusqu'à présent ou du sacrifice qui va être fait porte sur ces zones-là. Cependant, nous craignons bien plus que cela. En effet, on sait très bien que les unités du chaud à Liège alimentent une douzaine d'usines. 12 lignes de production dans le froid. Donc une usine qui traite l'acier qui vient de Chertal et qui vont en faire des produits revêtus, des produits pré-peints, des produits galvanisés, des produits protégés contre l'oxydation. Ces 12 lignes qui peuvent ensemble produire 3,5 millions de tonnes devront être alimentées depuis Dunkerque, qui est une usine du groupe Mittal, bien sûr installée dans le nord de la France. Cela fait longtemps que nous considérons que c'est dangereux. Et les consultants qui ont été approchés en conviennent pour dire que l'alimentation au départ de Dunkerque va poser 2 ou 3 gros problèmes. Le premier, c'est que Dunkerque est chargé d'alimenter 5 usines, Florange, Liège, mais aussi 3 autres dans le nord de la France. C'est que les délais qui sont nécessaires pour faire en sorte de répondre valablement aux demandes de Liège sont probablement difficiles à soutenir, parce que ce sont des délais qui vont être trop longs, que les qualités ne seront pas là, parce qu'à Liège, on a besoin pour les produits qui sont réalisés à destination du secteur automobile, du bâtiment ou de l'électroménager, on a besoin de produits de haute qualité, on n'est pas sûr du tout que ces produits viendront de Dunkerque, parce que leur souci, ce n'est ni Liège, ni les produits de niche, mais des volumes relativement importants. Cela fait donc très très longtemps que nous disons, sans avoir une alimentation proche, le froid de Liège sera mis en grand danger. Et la meilleure preuve, c'est que depuis déjà quelques mois, on assiste à des arrêts dans certaines lignes du froid parce que les produits de base n'arrivent pas à temps et à heure de Dunkerque. C'est aussi parce que le groupe a décidé, là aussi, de concentrer son activité sur des sites particuliers. Et M. Mittal, dans une conférence récente à New York, vient d'ailleurs de dire sa volonté de concentrer davantage encore sa production industrielle, et non seulement cela, mais de s'éloigner de plus en plus de l'Europe. Donc on est bien devant un phénomène de concentration industrielle, mais aussi d'éloignement, de mondialisation, dont les effets négatifs vont être très lourds pour nous. Donc lorsque le groupe Mittal dit « nous allons arrêter la phase à chaud de Liège », nous craignons bien plus que cela, nous craignons que ce soit toute la sidérurgie qui soit mise en cause, pour les raisons invoquées ici avant, mais aussi avec une vérification immédiate, c'est que l'on nous annonce maintenant, au début de l'été 2012, on nous annonce que les taux de charge, c'est-à-dire les taux d'activité des 12 usines du froid de Liège, seront réduites à 40%. Pour des usines qui tournent théoriquement full-time, donc 100%, nuit et jour, on aura vite fait de nous démontrer que si elles ne tournent que 40%, ça ne sera pas économiquement rentable, ça ne sera pas viable. Et j'imagine bien que d'ici peu de temps, on viendra nous dire que ce n'est pas tenable et on fera, bien sûr, comme pour le chaud, des arrêts provisoires et puis des arrêts définitifs. On est donc devant une problématique globale, générale, bien plus importante que simplement le chaud de Liège. Au-delà de cette évidence sur les conséquences que cela peut provoquer, il nous faut aussi analyser ce que les consultants ont dit.
Donc devant la gravité des problèmes, la région wallonne a sollicité l'avis de consultants internationaux pour mesurer la réalité de ce que nous disions depuis longtemps déjà. Et donc ces deux groupes, l'un qui s'appelle le groupe Laplace, l'autre qui s'appelle le groupe Syndex, ont mis en évidence un certain nombre de points qui sont de nature à éclairer notre façon d'analyser les choses. Et les quelques points communs dans leur analyse sont les suivants. D'abord, pour eux, le groupe Mittal est mal géré par rapport à la concurrence qui est bien sûr aussi le fait de grands groupes, mais aussi de petits groupes. Pour eux, comme nous l'annoncions, la liaison ou l'alimentation du froid par Dunkerque est dangereux et même catastrophique. Ils vont même plus loin en disant que les conditions qui ont été évoquées pour justifier la fermeture de Liège sont fausses, sont inexactes. On nous dit que vous coûtez trop cher par rapport à d'autres, c'est inexact. Parce que les calculs intérieurs, les prix de transfert qui ont été élaborés au sein du groupe ont été construits pour mettre Liège en difficulté. Donc c'est quasiment une mort provoquée. Ce n'est pas une mort annoncée, une mort provoquée. Non seulement ils indiquent cela, mais de façon tout à fait surprenante, parfois, ils nous disent que Liège est en fait mieux située que ne pourrait l'être la sidérurgie en bord de mer, tout simplement parce que Liège est alimenté, en fait, était alimenté par Rotterdam, qui est le port le mieux géré au monde et qui permet l'accostage de minéraliers, donc de gros paquebots de 350 000 tonnes. Alors que Sidmar, en fait, est alimenté au départ d'Anvers et qu'à Anvers ne peuvent accoster que des bateaux de 70 000 tonnes. Donc venant du Brésil, venant de l'Afrique du Sud ou venant du Canada, il faut 5 paquebots pour alimenter ce qu'un seul peut amener à Rotterdam. Donc en termes de prix de revient, en fait, Liège est mieux situé qu'ailleurs, est mieux situé que certaines sidérurgies maritimes. Mais ce qui est le plus intéressant surtout, c'est qu'en fait, Liège est au centre des lieux de consommation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter des matières premières, il s'agit aussi de vendre les produits. Et dans cette vue des choses, Liège est situé dans les 300 ou 400 km autour de Liège. Il y a une concentration d'habitats et d'industries et d'usines consommatrices d'acier comme il n'y a presque nulle part ailleurs. Donc on n'est pas si mal placé que ça. Donc les constats partagés des deux groupes mettent aussi en évidence que ArcelorMittal se concentre davantage, on le sait maintenant de plus en plus, mais qui est aussi obnubilé par ses préoccupations de rachat de mines de charbon et de mines de fer pour être plus indépendant par rapport à ses matières premières, qu'il est de plus en plus orienté vers l'Asie, la Chine, l'Inde, mais aussi le Brésil, la Turquie, et que de plus en plus l'Europe l'intéresse moins, et que par ce fait-là, il s'intéresse moins à des produits spécifiques, à des produits de volume plus important, peu important, mais de haute valeur ajoutée. Il s'occupe de production de produits basiques à large développement, à large production, puisqu'il a une capacité de production autour de 100 millions de tonnes globalement dans les différents outils dont il dispose. Si bien que, en conclusion de ces rapports, de ces constats des consultants, on peut, et d'ailleurs ils l'écrivent eux-mêmes, indiquer que Liège a toujours sa place dans la sidérurgie, pour autant que Liège soit installé dans une autre stratégie que celle qu'explique Mittal en tant que telle. À côté de ces constats partagés entre les différents groupes, de consultants qui montrent que Liège va mourir en définitive, toute sidérurgie compris, chaud et froid, il y a un certain nombre d'autres constats que l'on peut mettre en évidence. Les constats les plus importants sont ceux-ci. C'est d'abord que le groupe Mittal en tant que tel, s'il a concentré une grosse partie de sa production, il a aussi exploité à mort un certain nombre de filières, de possibilités financières tout à fait considérables. Les deux plus importantes sont la fiscalité, où
usant des dispositions légales qui existent. Ils ont réussi à concentrer sur les unités belges les pertes antérieures de Cockerill et les bénéfices de Sidmar. En fondant le tout, ils ont obtenu ce qu'on appelle un ruling fiscal, c'est-à-dire une capacité de neutraliser des bénéfices par des pertes existantes ailleurs. Ça leur a permis une économie de près de 900 millions d'euros. Chose quand même tout à fait considérable. C'est à peu près la même chose du côté de l'énergie. Les choses sont un peu complexes, mais globalement, il devait y avoir une grosse centrale installée à Liège. C'est déjà à l'époque du groupe Arcelor que cela a été condamné. On en a par contre créé une nouvelle, toute nouvelle à Sidmar, et les coûts qui ont été engagés à Liège ont pu être récupérés pour celles du nord du pays. Ce n'est qu'une petite indication. Dans les autres éléments qu'il faut mettre en évidence, il y a à coup sûr la commercialisation. Déjà à l'époque d'Arcelor, mais davantage encore sous l'ère Mittal, l'activité commerciale a été prélevée, elle est sortie de Liège. Elle était concentrée dans les outils, encore une fois, de Sidmar, au détriment de Liège, où ici, il n'y a plus guère de capacité de contact direct avec la clientèle, il n'y a plus vraiment de valorisation des produits qu'on réalise, il y a une certaine disparition, il y a une certaine dislocation des outils commerciaux. C'est dramatique. C'est dramatique parce que on n'a plus à ce moment-là une capacité de s'adapter à la clientèle, de voir les problèmes qui existent. S'agit-il de problèmes de qualité? S'agit-il de problèmes de délai? Mais peut-être bien au-delà, il y a-t-il une logique qui est un peu implacable, qui est la logique de tous les grands groupes. Quand un groupe comme Mittal produit 100 millions de tonnes par an, il vend, ou il essaye en tout cas de vendre 100 millions de tonnes. Et pour vendre 100 millions de tonnes, il se préoccupe de clients susceptibles d'acheter des grosses quantités. Il ne va pas se préoccuper d'un client qui prend 10 000 tonnes ou qui prend 50 000 tonnes. Il va s'occuper de clients qui prennent des millions de tonnes. Et pour cela, il concentre ses forces de vente sur ces clients qui, au plan mondial, sont capables d'en prélever une partie importante. Donc il va se mettre à négliger les produits plus spécifiques, les produits plus originaux, les produits nouveaux, les produits qui intègrent davantage de recherche et développement, pour se concentrer sur des produits banals. Donc, dans la logique d'un grand groupe comme celui-là, on est quasiment devant l'observation systématique de ce qu'un outil commercial dédicacé à des produits nouveaux n'existe pas, ça ne les intéresse pas. Or, au contraire, à Liège, parce qu'il y a justement beaucoup de recherche, parce qu'il y a beaucoup de produits nouveaux, parce qu'il y a une intensité dans l'imagination des travailleurs pour réaliser de nouveaux produits, il faudrait justement pour cela des commerciaux, des ingénieurs commerciaux, des techniciens qui connaissent très bien les produits et qui aillent les valoriser auprès de la clientèle. Ça n'existe plus. Il faudra donc reconstruire cela. On ne doit pas le négliger dans l'effort pour demain. Mais cela veut dire que dans le constat actuel, la disparition de l'outil commercial sur Liège est un élément complémentaire pour expliquer qu'on n'a plus guère de chance en restant à l'intérieur du groupe Mittal en tant que tel. Un autre élément important dans ce qui va se dessiner dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est le coût environnemental. Très visiblement, lorsque le groupe Mittal a décidé de fermer Liège, il n'a pas pris en compte le coût de ce qu'était l'assainissement des sols. Or, en Belgique, en Wallonie en tout cas, il y a des dispositions extrêmement précises qui prévoient que lorsqu'un industriel quitte un site, une région, il doit dépolluer, il doit assainir les sols pour leur permettre une destination ultérieure, qui soit du logement, qui soit des écoles, qui soit des marchés publics, que sais-je en tout cas. Donc, dans le groupe Mittal, visiblement, on n'a pas pris ça en compte, parce que dans leur réflexion internationale, ils se préoccupent peu, visiblement, des conséquences de leur départ. Et lorsqu'on a annoncé, le 11, c'est le Premier ministre wallon, c'est les organisations syndicales, ce sont les gens qui se préoccupent de la région. Quand on leur a annoncé
que le coût de la dépollution, de l'assainissement des sols pouvait être à des niveaux de 700, 800, 900 millions d'euros. D'abord, ils ne l'ont pas cru. Deuxièmement, ça a créé à l'intérieur du groupe une querelle extrêmement importante entre différents acteurs du plus haut niveau autour du groupe Mittal. À ma connaissance, d'ailleurs, le père et le fils Mittal n'avaient pas connaissance de cet élément jusqu'il y a peu de temps. Et depuis le mois de mai, en tout cas, il y a une effervescence considérable à l'intérieur parce qu'ils, mesurant ce coût-là, ils se rendent compte que peut-être ils ont pris une mauvaise décision en arrêtant le site de Liège. Nous savons que cela préoccupe beaucoup aussi tous les observateurs financiers, les réviseurs d'entreprise notamment, qui se disent mais les comptes de l'entreprise ne sont pas exacts s'ils n'ont pas pris justement en compte le coût d'assainissement qui allait leur tomber sur le nez. Et pour le moment, nous savons que le groupe Mittal engage quantité de juristes pour faire le siège des différents ministres pour tenter d'abaisser ou de réduire à néant la somme qu'ils devraient prendre en compte s'ils continuaient à maintenir leur décision de fermeture. Au départ de tous ces constats, le monde syndical, depuis un certain temps, avait déjà des grandes craintes, mais aujourd'hui, on est absolument convaincu que rester dans le groupe Mittal, ça serait prendre un risque majeur. Et donc, au départ de ces analyses, on a constitué ce que pourraient être les lignes de conduite à développer pour maintenir et développer la sidérurgie en région liégeoise. Tout en rappelant qu'il y a tout un certain nombre d'idées toutes faites qu'il faut probablement jeter de suite dans les orties, comme le fait que l'acier n'aurait plus d'avenir, que Liège est trop dispersé, que c'est loin de la mer. Nous avons fait de toutes ces idées un peu toutes faites rapidement la critique. Les points sur lesquels on va axer les choses, c'est donc la volonté de relancer la phase liquide à Liège. Indiquer que c'est faisable parce que les outils sont en très bonne qualité. Tout le monde en convient, les hauts fourneaux ont été rénovés, coulis continus sont en bon état. Il y a simplement à faire des investissements de mise en conformité environnementale. Mais ce qui est aussi important, c'est que c'est faisable, c'est économiquement rentable et c'est réalisable au départ d'un petit groupe. Le consultant Syndex a mis en évidence quelque chose d'important sur lequel on peut rattacher un certain nombre de principes, c'est l'analyse qu'en Europe, il y a au moins 5 ou 6 groupes de petite taille, comme Liège ou un peu plus gros que Liège, qui fonctionnent sur les mêmes principes, c'est-à-dire faire de l'acier liquide au départ de hauts fourneaux, qui sont installés à l'intérieur des terres, parfois bien plus à l'intérieur que Liège ne l'est. Et ces exemples, ils viennent de Finlande, de Suède, d'Autriche, d'Allemagne. Ils font démonstration que ces petits groupes vivent bien, malgré la crise, qu'ils continuent à voir leur emploi se développer et que leur avenir s'oriente bien parce qu'ils continuent à faire des investissements importants. Les points communs qui permettent cette réussite sont, en général, d'abord qu'ils ont conservé leur outil commercial tant pour acheter des matières premières que pour vendre leurs produits. Mais deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'ils ont dissocié la problématique de la propriété en tant que telle de l'entreprise de sa gestion, pour simplement être à l'abri d'exigences financières qui soient trop lourdes, qui soient d'une demande de 10 ou 15% d'intérêt, comme c'est le cas chez Mittal, comme c'était le cas chez Arcelor, comme c'est le cas chez ThyssenKrupp, etc. Donc, bien souvent, le capital a été constitué au départ soit d'une famille locale, soit d'intérêts locaux dans un consensus régional, où l'objectif est surtout d'avoir une vision d'avenir et de se préoccuper de développer l'emploi local en se disant tout dépend chez nous de décisions qui nous sont propres. Ces exemples-là, ils sont édifiants.
Et ils peuvent être le point de départ d'une conception que nous allons défendre d'ailleurs nous, c'est de dire il faut reconstituer une société liégeoise, et pourquoi pas une société qui s'appellerait Cockerill, parce que le mot Cockerill reste toujours d'une notoriété considérable partout au monde. C'est un passeport, c'est un sésame qui ouvre toutes les portes commerciales. Il faut vraiment s'en préoccuper et essayer de conserver cette image-là. Nous pensons aussi que c'est indispensable pour Liège, parce que la sidérurgie à Liège, elle est toujours extrêmement structurante, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle appelle, qu'elle gère, qu'elle génère un flux d'affaires tout à fait considérable, parce que quand ça tournait bien, on avait l'habitude de dire que dans les murs de Cockerill, il y avait tous les jours une centaine d'entreprises qui venaient pour faire de la maintenance, pour faire de la logistique, pour s'occuper d'interventions sur les fours, pour s'occuper de mécanique, d'hydromécanique, etc. En 2011, malgré une situation déjà difficile, Cockerill a payé des factures pour 470 millions d'euros à des entreprises locales, donc qui viennent à l'intérieur, qui amènent des travailleurs pour y contribuer à la réalisation des productions. Donc on a un flux d'affaires considérable, sans parler au centre de recherche qui lui-même génère une intense activité. Donc on ne peut pas jeter aux orties comme ça la sidérurgie. Moi je pense que beaucoup plus loin, il faut s'arc-bouter sur la sidérurgie pour développer des produits encore plus innovants. Il faut que ce soit un tremplin. Ils n'ont pas considéré qu'on peut repartir au départ de rien du tout, faire une reconversion artificielle. Le point peut-être majeur pour dire combien on peut fonder des espoirs là-dessus, c'est que les compétences humaines qui restent en sidérurgie, mais qui restent à Liège en général, sont tout à fait considérables. Et le groupe Syndex a d'ailleurs de façon tout à fait remarquable mis en évidence ces compétences individuelles et collectives des travailleurs qu'on ne retrouve pas ou rarement ailleurs. Alors, les points de base sur lesquels on s'est dit qu'on devait construire l'avenir, c'est tout en restant attentif à toute proposition qui viendrait, mais c'est de se dire qu'on n'a pas vraiment de choix. Il faut que l'on réinscrive notre avenir dans une sidérurgie autonome. Autonome, ça veut dire qu'on retrouve une autonomie relative, sûrement, parce qu'on n'est plus à l'époque où on peut mettre des murs autour de l'arrondissement de Liège en disant qu'on allait vivre sur nous-mêmes. On doit trouver des collaborations, même au niveau du capital, avec d'autres sidérurgistes, par exemple, les petits dont j'ai eu l'occasion de parler tantôt. Mais cette autonomie, elle doit se concevoir en dehors du groupe Mittal, bien sûr. Et ça doit concerner toute la sidérurgie. Pas simplement le chaud qui est condamné aujourd'hui, mais le froid qui est condamné pour demain. Il s'agit bien de reprendre l'intégralité, centre de recherche y compris. Nous ne souhaitons pas non plus nous inscrire dans une recherche de partenariat avec un autre grand groupe. Nous avons donné. On a connu Arcelor, on a connu Mittal, on voit leur stratégie et leur façon de nous étrangler, de nous étouffer ou de délocaliser. Non, on a à travailler sur la construction d'un schéma tout à fait différent. Une fois encore, lorsque nous disons qu'il faut conserver le chaud à Liège, ce n'est pas par nostalgie, ce n'est pas par amour immodéré des hauts fourneaux, des structures qui sont installées en bord de Meuse, etc. Non, si on a besoin du chaud à Liège, c'est surtout pour alimenter les 12 usines du froid de Liège, où on a réussi à mettre en place des produits de plus en plus innovants, où on a développé des processus de production, des spécifications techniques, des combinaisons de revêtements qui sont aujourd'hui, qui nous donnent, selon même les dirigeants du groupe, 20 ans d'avance sur le reste. Parce qu'on fait en sorte que les tôles deviennent des capteurs solaires en tant que tels, ça devient des conducteurs de lumière. On a mis au point des aciers à très haute résistance qui permettent d'avoir, pour un poids d'acier beaucoup moindre, une même résistance d'une tôle, dans une voiture par exemple. On a mis au point maintenant des outils qui permettent, des types d'acier, qui permettent d'allier à l'acier en tant que tel,
toutes des combinaisons chimiques qui permettent d'avoir des tôles qui sont auto-nettoyantes, qui sont antibactéries, etc. Donc on est devant des produits de très haute qualité reconnus partout. Mais pour réaliser cela, il faut qu'on ait un produit de base. Donc l'acier de base, il faut qu'il soit aussi de très haute qualité. Il faut qu'il soit livré dans les délais. Il faut qu'il soit en situation de pouvoir être laminé de façon extrêmement fine. Et laminer des aciers très haute résistance suppose des outils aussi de très haute résistance. Tout ça, on l'a à Liège. Tout ça, on l'a à Liège. Et donc, la volonté de maintenir le Chaux de Liège est surtout une volonté de constituer un ensemble cohérent qui s'adapte facilement à tout. Nous avons une souplesse dans l'utilisation des outils qui est assez remarquable. Et donc, pour gérer tout cela, pour générer tous les espoirs que demain peut encore nous apporter, on a besoin d'une ligne à chaud qui soit performante, tout en disant que c'est probablement ce qui est le plus facile aujourd'hui. Les outils sont là, ils sont en bonne qualité. On a bien sûr à se préoccuper de ce que seront les technologies de demain, dans les aciéries électriques, dans les capacités d'utiliser moins d'énergie, moins de charbon dans des processus qui commencent à être mûrs mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts. On doit donc s'inquiéter de tout cela tout en se projetant dans un avenir assez lointain. On ne doit pas réfléchir à ce que doit être la sidérurgie dans les 3 mois à venir. On doit se positionner sur les 10 ou 15 ans à venir. Et dans les 10 ou 15 ans à venir, nous savons qu'il y aura des problèmes liés au permis d'exploiter de la coquerie. Et donc pour ce moment-là, nous devons déjà penser aujourd'hui à peut-être relocaliser une bonne partie de la sidérurgie davantage sur Chertal, là où il y a de la disposition. Si nous disons que le Chaux de Liège doit être maintenu et dopé, ça ne veut pas dire que c'est au détriment du froid. Au contraire, nous pensons que là-bas, on est bien en avance, mais qu'il faut justement en profiter pour être encore plus en avance et de faire en sorte que des investissements s'y développent. On a tout un ensemble de choses qui sont prêtes. On a travaillé là-dessus depuis au moins 2 ans. Les dispositifs ont été techniquement mis au point, ils ont été décidés financièrement par la région, puisque Mittal déjà ne veut plus rien faire depuis un certain temps. Tout cela est prêt, tout ça est disponible, avec un point probablement qui doit être majeur, c'est l'exigence, tout le monde en convient, de créer une nouvelle centrale électrique, celle qui va donc permettre de récupérer et de brûler les gaz des hauts fourneaux et de la coquerie, parce que nous avons à Liège toujours une centrale électrique qui date de 1935, où les travailleurs doivent mettre des rustines quasiment toutes les semaines pour assurer un fonctionnement vaille que vaille de cet outil-là, mais dont l'efficacité énergétique est évidemment beaucoup moindre que les outils que l'on réalise aujourd'hui. Exemple, encore une fois, à Sidmar, on vient d'en innover une, d'en construire une nouvelle, financée d'ailleurs tant par les autorités publiques qui ont besoin aujourd'hui d'électricité, puisqu'on parle de plus en plus de se retirer du nucléaire, mais financée aussi par des groupes de producteurs d'énergie et distributeurs, et fatalement par l'entreprise qui produit les gaz en tant que telle. Donc une nouvelle centrale électrique, elle peut être financée par 3 partenaires sans que ça tombe complètement et uniquement sur le dos de la sidérurgie en tant que telle. Dans toute cette logique, même si elle a déjà été expliquée, il faut redire que l'outil commercial est quelque chose d'indispensable. Nous savons que les outils commerciaux de Liège ont été largement détruits, ou qu'ils ont été largement mis en cause par les concentrations successives que l'on a connues. Donc on ne sait pas repartir de zéro et faire en sorte qu'en quelques semaines on reconstruise des agences commerciales dans tous les pays d'Europe. Non. Par contre, s'il faut en avoir l'ambition, on peut s'appuyer dès maintenant sur des groupes dont c'est le métier de vendre les produits. Il y a des distributeurs en tant que tels. On peut prendre accord avec les petits producteurs d'acier au niveau européen, dont on a parlé en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Autriche, que l'on a déjà approchés parce qu'on a été les rencontrer et qui sont prêts à nouer des contacts commerciaux directement. Nous savons aussi qu'un certain nombre de personnes
dans le domaine commercial, qui ne sont plus dans Cockerill, parce qu'ils ont été dégoûtés de la façon dont ça s'est opéré, se disent aujourd'hui, si on repart avec un projet important sur Liège, on est prêt à revenir. Pas nous individuels, mais nous avec des équipes. Et donc, ce constat-là, sur le terrain commercial, j'ai pu le faire aussi sur d'autres terrains, qu'il s'agisse de la dimension strictement industrielle, qu'il s'agisse de la gestion financière en tant que telle ou de la gestion informatique. C'est assez stimulant que d'entendre quantité de personnes, j'en ai rencontré plus que 50, qui, un peu partout, dans l'entreprise ou à l'extérieur, disent, écoutez bien, si vous reprenez le défi de reconstruire quelque chose de cohérent et de solide sur Liège, nous, on est prêt à revenir. On est prêt à revenir avec nos capacités, avec des équipes autour de nous, et on est prêt à relever ces défis-là. C'est une des choses les plus importantes pour pouvoir lancer un projet comme nous l'entendons. Bien sûr, nous resterons fort attentifs à la recherche, elle est indispensable. Le centre de recherche métallurgique installé au Sartillement a lui-même des relais dans différents continents, dans différents pays au monde. Il y a une réputation considérable, il est un facteur important de redéveloppement en tant que tel. Bien, si on est assez clair du côté industriel, du côté financier, du côté commercial, on a voulu aussi proposer que dans cette nouvelle société à recréer, on imagine un fonctionnement différent de ce que l'on a vu avec les grands groupes en tant que tels. Et donc, à l'image de ce que l'on a pu observer en Sarre notamment, l'idée est de constituer une société patrimoniale, une société qui soit le réceptacle de toutes les immobilisations industrielles et strictement immobilières, pour faire en sorte qu'on y localise là-bas tout le patrimoine. Cette société patrimoniale serait, à l'idéal, constituée par la région wallonne, pour une part, qui est toujours administrateur et propriétaire d'actions de Mittal, mais qu'on rapatrierait dans une société liégeoise. Ça serait aussi tous les outils financiers qui ont été mis en place, tant au niveau de la région wallonne que de la région liégeoise. Ça serait les villes et communes qui souffrent du départ de la sidérurgie et qui ont dit leur intérêt de participer à la recréation de quelque chose. Ce sont aussi les sociétés d'assurance qui sont présentes, qui vivent de la sidérurgie, qui n'en vivront plus demain. Ça peut être les autorités académiques qui nous ont témoigné leur soutien à une démarche pareille. Et donc, des professeurs d'université ont dit « Oui, nous sommes prêts à jouer dans une carte pareille » et je vous assure que ça apporte une crédibilité considérable. Donc, cette société patrimoniale serait en fait l'outil de réappropriation des outils et serait l'objet d'un consensus régional de tous les partenaires. C'est bien ça l'objectif principal. Cela serait prolongé par, bien sûr, une équipe de gestionnaires, des gens qui doivent faire tourner la boîte, qui doivent trouver des marchés, qui doivent innover, qui doivent créer des nouveaux produits, etc., bien entendu. Mais donc dissociation entre les deux, avec une présence syndicale pour surveiller ces mécanismes-là, pour être sûr que l'on s'engage dans une voie intéressante, avec ces objectifs de développement long terme. Le redémarrage ne coûte pas cher, les outils sont en bon état. Il y a bien sûr à faire quelques investissements dans la dimension environnementale, mais tout ça est à portée et ne relève pas de montants tout à fait inappropriés. Au contraire, c'est même pour des sommes relativement importantes, dès lors que l'on aurait réglé le problème de la propriété. Et c'est bien ça probablement qui est le plus important. Comment va-t-on faire en ayant un projet, des ambitions, des dispositifs, tout ça étant relativement conçu de façon, je crois, assez cohérente, comment va-t-on faire pour sortir du groupe Mittal? Puisqu'il a dit qu'il voulait fermer et qu'il ne voulait pas revendre. Monsieur n'aime pas la concurrence. Il ne veut pas un concurrent dans son jardin. Il veut continuer à faire tourner quelques lignes du froid tant qu'il n'a pas encore réussi à les dupliquer ailleurs. Donc il va falloir qu'on se sépare d'avec un groupe
qui ne joue plus vraiment son rôle d'actionnaire, puisqu'il abandonne une région, puisqu'il abandonne peut-être d'ailleurs un continent demain. Et il faut bien sûr mettre ceci en relation avec tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, qui se passe dans d'autres pays, non seulement en Lorraine, mais aussi dans d'autres régions, et leur préoccupation largement partagée au plan du syndicalisme européen et même du Parlement européen est de dire qu'il faut arrêter cette dynamique de délocalisation, de départ de nos grandes sidérurgies. On s'inscrit dans cette logique-là, mais nous avons devant nous le problème concrètement tout de suite. On a sûrement exploré des voies juridiques. Est-ce qu'on peut exproprier M. Mittal pour raison d'intérêt public? Est-ce qu'on doit y installer des infrastructures? Est-ce que son activité elle est illégale? Donc ces voies-là ne paraissent pas possibles. Parce que le droit de propriété dans le capitalisme, il est ce qu'il est, et on le sait bien. Par contre, tout le monde convient pour dire qu'il y a un abus de droit. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, même pour les libéraux les plus pointus, de considérer qu'une entreprise qui peut déménager n'importe où, selon eux, laisse à une collectivité locale toutes les conséquences de son départ. Conséquences sociales, conséquences économiques, conséquences environnementales. Et tout le monde convient qu'il faudrait appeler les autorités juridiques européennes à analyser cette dimension d'abus de droit. Je suis persuadé que nous aurons raison d'évoquer ce problème. On aura raison dans 10 ans ou dans 20 ans. Et le groupe Mittal sera condamné sûrement à payer quelque chose. Mais dans 10 ans, 20 ans, on n'existera plus. Et donc ce n'est pas une voie qui nous paraît utilisable. Il reste deux autres possibilités. Soit une forme de location. On conviendra avec Mittal qu'il met les outils à disposition et en retour qu'il en espère, lui, un bénéfice, bien sûr. C'est une voie que je ne crois pas utile à analyser davantage, parce que nous savons trop bien combien le groupe Mittal s'est organisé, notamment sur le terrain commercial, et on sera toujours le jouet de ses propres stratégies. Reste la façon de se séparer à l'amiable. Est-ce qu'on peut se séparer à l'amiable pour motif légitime, par abandon d'actifs? Il dirait, voilà, je vous donne, puisqu'il ne veut pas vendre, je vous donne. Ça ne se passera évidemment pas comme ça. Par contre, on peut faire grimper l'ardoise. On peut manifester auprès de lui la hauteur de la dette qu'il va devoir assumer. Et cette dette, elle peut être très très lourde. Les coûts environnementaux, tout le monde convient que c'est 700, 800, 900 millions d'euros. La dette sociale, elle peut être d'un niveau aussi équivalent. Non pas en indemnité de rupture ou en préavis, mais simplement par le fait même que, quittant une région, il devrait assumer les conséquences de cela, participer financièrement à ce que pourrait être une reconversion, etc. On a déjà des exemples du passé où cela s'est indiqué comme cela. On peut aussi, on fera bien sûr aussi, valoir toutes des conventions qui existent et où il devra payer des indemnités. Il devra de toute façon payer des indemnités à des fournisseurs dont il a rompu les contrats, etc. Donc ça peut être lourd et très lourd. Et notre intention est donc de dire, ben voilà ce que vous devriez payer. On peut vous faire quitte de cela si vous nous cédez les outils. Et nous, les outils, on les fera tôt. C'est bien ça le deal, c'est bien ça la dimension dont on peut rêver peut-être. On craint que ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Et donc, si cette voie pacifique n'aboutit pas, on peut l'imaginer de façon conflictuelle. Et donc, si on est dans une relation de ce type-là, qui commence d'ailleurs dès à présent, mais on va utiliser deux arguments majeurs. Et comme ça, les choses sont claires pour tout le monde, nous ne cachons rien. Nous savons, Mittal et sa famille, extrêmement sensibles à leur image, à la façon dont ils sont présents sur la scène mondiale
et leur fierté, qui n'est pas nécessairement un défaut, mais nous ne pouvons pas en même temps assister à une fermeture d'outils de façon brutale comme ils le font et mesurer que leur charte éthique est tellement citoyenne, tellement belle, tellement poétique presque, sans mettre en contradiction ces deux choses-là. Et nous allons dire à la communauté internationale combien le comportement de Mittal, père et fils, et fille et famille, est loin d'être la formule idéale qu'il proposait. Donc on va toucher leur image. Le deuxième élément de sensibilité, c'est la valeur de leur action. Nous pensons qu'elle est surévaluée. Parce que si l'on prenait en compte les seules charges de leur départ de Liège, ben ça, supposons que ce soit 1 milliard ou 1,5 milliard, on imagine bien que ça va faire chuter leur action de façon importante. Et nous avons demandé à la région wallonne qu'elle fasse en sorte de solliciter différents consultants pour mesurer la hauteur réelle de cette action-là. Mais il n'y a pas simplement que les actionnaires. Il y a aussi les banquiers. Le groupe est fortement endetté, mais il a des relations positives avec ses financiers, mais ceux-ci sont extrêmement sensibles à la façon dont les actions évoluent et dont le porteur du groupe Mittal est reçu partout au monde. Et si, comme c'est le cas en France, et en Belgique, en tout cas en Wallonie maintenant, on commence à épingler Mittal partout, on peut être assuré que les banquiers vont réagir de façon tout à fait négative, en tout cas. Et bien sûr, dans ce cadre-là, on interpellera les autorités juridiques européennes pour mettre en évidence l'abus de droit. Pour réaliser cet objectif, cette relance, cette réappropriation régionale pour permettre un avenir à ce secteur économique, on s'adresse bien sûr aux autorités publiques. Essentiellement la région wallonne, parce qu'elle est toujours propriétaire de 5 millions d'actions au sein du groupe Mittal, qui est un très grand groupe. Donc la volonté, c'est de dire qu'il faut rapatrier ça dans une société liégeoise et sans débourser 1 euro, on a tout de suite un paquet non négligeable d'actions et donc de pourcentages. Parfois, certains nous disent « oui, mais la sidérurgie va encore coûter ». Je rappelle toujours quand même que la région, quand elle a vendu ses parts au groupe Usinor, c'était à la fin des années 90, elle a perçu un chèque de 26 milliards de francs belges, bien sûr, à l'époque. Et donc, ce n'est que juste retour que de demander un soutien pour les développements qui sont là aujourd'hui. On doit bien sûr appeler les autorités locales, qui nous ont témoigné d'ailleurs de leur attachement au projet, que ce soit les grandes villes, Seraing, Liège, Herstal, touchées en direct par les fermetures, grandes villes qui nous ont dit on est prêt à agir, on est prêt à être là. On ne va pas s'endetter à mort pour participer à un projet de ce type-là, mais on est prêt à fonctionner avec pour témoigner en tout cas de notre préoccupation de consensus par rapport à cela. Nous avons rencontré il y a début juillet les principaux ministres du gouvernement wallon pour leur exposer l'ensemble de ces préoccupations, après avoir eu d'ailleurs de multiples contacts, tant à Liège qu'à Namur et même au plan fédéral, de tous les partis politiques depuis des mois. On leur a dit voilà comment les choses vont aller, on sentait bien l'orientation. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont étonnés, personne n'est d'ailleurs étonné, et ce qui est le plus remarquable, c'est le relatif engouement que cela constitue. Maintenant, on va leur demander bien sûr de passer à l'acte de façon plus précise. On aura sûrement aussi besoin d'un coup de main du gouvernement fédéral, même si les affaires économiques sont tout à fait régionalisées. Mais je rappelle que c'est le gouvernement fédéral, à l'époque, qui a octroyé un ruling fiscal au groupe Mittal à hauteur de 900 millions d'euros sans qu'il y ait la moindre contrepartie exigée en termes d'investissement, en termes d'emploi, etc. Et donc il serait bien normal qu'à ce niveau-là, on puisse donner un coup de main. J'ai indiqué aussi combien notre démarche s'inscrivait dans une préoccupation bien plus large, bien plus européenne.
Et dans ce cadre-là, comme les évolutions sont en train de se dessiner, qu'on sent la préoccupation partagée, un certain nombre de décisions viennent d'être prises au niveau de l'Europe, donnant ou octroyant des enveloppes financières importantes pour les régions qui connaîtraient des difficultés liées à des restructurations importantes de secteurs industriels. Pas uniquement de la sidérurgie, mais de secteurs industriels. Et bien sûr, il va falloir regarder de ce côté-là de quelle façon on peut s'activer pour trouver là aussi des financements complémentaires. Bien, donc volonté essentielle de créer un consensus large pour une bataille considérable, puisque le point le plus important dans la bataille ici, c'est une question de propriété d'usine, de propriété d'outils. On a un propriétaire qui quitte, qui ne veut pas vendre, qui met des milliers de gens au chômage, et donc on a à se réapproprier cela. Cela suppose un large consensus parce que des questions aussi principielles ne se règlent pas avec un ministre ou avec 3 parlementaires. Ça doit être l'objet d'un consensus beaucoup plus large. Nous pensons être en situation de pouvoir y arriver. Tout cela suppose maintenant, comme l'a signalé le gouvernement en début juillet, qu'il faut maintenant faire un plan d'affaires pour compléter tous les éléments qui sont sur la table aujourd'hui. Du côté syndical, on n'a pas réponse à tout. On a de grandes idées, je crois. On a quelque chose de cohérent. On a rassemblé des analyses qui venaient de différents bords. On a rencontré des dizaines de personnalités. On a vérifié auprès de professeurs d'université la qualité du dossier. Ils en ont tous convenu. Donc maintenant, on est à un stade de mise en œuvre pratique d'une orientation qu'on doit réaliser relativement rapidement parce qu'on ne peut plus laisser les outils à l'arrêt comme cela. Syndicalement, nous n'avons pas fait plus tôt une proposition complète parce que nous attendions le résultat des travaux des consultants. Le dernier rapport remis par eux l'a été au début du mois de juin, donc nous avons fait diligence pour rassembler tout ça et faire une proposition complète aux autorités publiques, mais globalement à tous les interlocuteurs de notre région.